La chaîne normande, Pôle emploi et ses partenaires vous présentent Emploi et handicap. Bonjour et bienvenue sur la chaîne normande pour notre rendez-vous mensuel Emploi et handicap, émission au cours de laquelle nous allons aujourd'hui parler de l'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap. Sachant que de nombreuses mesures de simplification ont été réalisées, quels sont ces droits et comment y accéder, nous allons ensemble tenter de vous apporter un maximum de réponses en compagnie de nos invités. Christine Solmon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de l'association du Pré de la Bataille. Tout à fait. Donc, l'association du Pré de la Bataille accompagne au quotidien environ 1000 personnes en situation de handicap. Donc, elle intervient sur le secteur de Rouen et de l'agglomération elbevienne. Nous avons 4 pôles, un pôle jeune avec un institut médico-éducatif, un pôle parcours professionnel comprenant 4 établissements et services d'aide par le travail, un pôle parcours social comprenant un foyer d'accueil médicalisé, un foyer d'hébergement avec des studios semi-autonomes, un service d'accompagnement à la vie sociale et un atelier de jour, et un pôle Cap Emploi qui intervient sur le secteur de Dieppe et de Rouen. Très bien. Laetitia Langin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'insertion professionnelle et des défis. Tout à fait. L'IDEFI est un établissement public qui a un pôle handicap et un pôle protection de l'enfance. Je travaille en ITEP, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui fait partie du champ du handicap, où nous accueillons des jeunes qui peuvent avoir entre 8 et jusqu'à 20 ans, qui présentent des troubles du comportement et de la conduite, qui vont du coup les handicaper pour pouvoir s'insérer scolairement, professionnellement et avoir accès à leurs droits. Donc il y a toute une équipe et un plateau technique avec des médecins psychiatres, psychologues, thérapeutes, éducateurs, professeurs spécialisés qui viennent et autres qui viennent accompagner toutes ces jeunes vers leur démarche pour accéder à leurs droits. Très bien. Adeline Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en économie sociale et famille d'animateur à retraite. Tout à fait. Donc j'interviens au sein du service social du pôle parcours professionnel de l'association du Pré de la Bataille. Au sein de ce service social, nous accompagnons tous les travailleurs qui travaillent au sein des ESAT pour leur accès à leurs droits, le suivi social global par rapport au logement, à la santé, aux démarches administratives. Et je suis également animatrice retraite donc pour créer des réseaux et des partenariats pour accompagner les personnes qui approchent de l'âge du départ en retraite dans leurs projets. Très bien. Carole, bonjour. Vous êtes directeur d'auto-école. Oui, tout à fait. Donc directeur d'établissement sur l'agglomération de Normandie, Rouen en tout cas, et vice-président d'un réseau de 500 écoles de conduite en France. Effectivement, c'est une première pour nous de travailler dans ce cadre, mais ça a été une très bonne expérience et c'est une très bonne expérience. Vous serez un coup de projecteur tout à l'heure. Merci. Très bien. Bien écoutez, au niveau des droits, il est important de rappeler que le rôle des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, puisque c'est fait via leur lien en fait que vous pouvez bénéficier de différents accompagnements. Oui, tout à fait. C'est vrai que la MDPH, c'est vraiment le guichet unique pour les personnes en situation de handicap. C'est le dispositif auquel les gens doivent se diriger pour pouvoir justement faire des demandes de ce qu'on appelle de notification. En fait, c'est le document qui leur permettra d'être dirigés vers la bonne structure en fonction de ses besoins et attentes, en fait. Donc les MDPH dépendent du conseil départemental, je pense que c'est bien de le dire. En ce qui concerne la retraite, Adeline, oui. Quelles sont les évolutions ? Alors pour la retraite, en fait, il y a beaucoup plus de travailleurs en situation de handicap qui arrivent à l'âge de la retraite qu'auparavant. Donc on a vraiment tout un accompagnement à mettre en place en ce moment. Les travailleurs peuvent pour partie bénéficier de la retraite anticipée pour raison de handicap, donc à partir de 55 ans. Donc on sait que les dossiers de retraite, c'est déjà une démarche très compliquée. En plus là, avec cette situation de handicap, il faut beaucoup de documents en plus. Donc nous les accompagnons au maximum pour faciliter ces démarches-là, et notamment avec la CARSAT, donc les caisses de retraite, pour créer des outils, adapter les interventions et pouvoir fluidifier en fait toutes les actions qui peuvent être menées pour les accompagner dans cette démarche-là.
Donc en fait, vous avez mutualisé différents organismes pour faciliter un petit peu l'accès à la En fait, dans le cadre du dispositif Un avenir après le travail, plusieurs animateurs retraite ont été formés de différentes structures et associations pour pouvoir regrouper, mutualiser nos savoirs et aller à plusieurs rencontrer les différents organismes. Alors ça peut être la CARSAT, les comités locaux d'information et de coordination, les CLIC, qui sont plus sur le secteur personnes âgées pour harmoniser en fait les démarches et permettre d'aller vraiment tous dans le même sens et d'accompagner plus globalement les personnes. Et les droits à la retraite sont les mêmes que pour une personne valide? Ce sont les mêmes, voilà. En fait, ce sont les mêmes. C'est selon leur carrière professionnelle. S'ils ont une reconnaissance de travailleurs handicapés sur toute leur carrière, ils peuvent avoir d'autres droits, donc partir de manière anticipée en retraite à partir de 55 ans. Il y a des démarches particulières à faire. Il faut le savoir parce que sinon, c'est pas la CARSAT en fait qui va dire s'il peut prétendre ou pas. C'est à la personne d'apporter les preuves. Donc c'est là où est la complexité en fait. Donc c'est pour ça que le lien avec la CARSAT est très important pour nous. On a créé des réunions au sein des ESAT où la CARSAT est venue informer les travailleurs et ensuite les rencontrer individuellement pour faire avancer les dossiers. Alors, quel est le parcours le plus simple finalement alors, à qui il faut s'adresser directement? Le mieux, c'est de pouvoir préparer en amont, peut-être avec le service social de l'ESAT ou le mandataire, s'il y a un mandataire qui accompagne la personne, ou un service social, d'avoir un appui, un interlocuteur, et après de rencontrer la CARSAT pour vraiment mais les rencontrer en expliquant vraiment sa situation. C'est là où ça peut être difficile. Et ceci, quel que soit le taux d'incapacité? Oui, à partir de 50%. En fait, il faut qu'il y ait une reconnaissance de travailleurs handicapés. D'accord. Donnée par la MDPH, justement, où c'est eux qui donnent cette reconnaissance. D'accord. Ok. Beaucoup de choses ont changé et vont changer en 2019 concernant justement tous ces droits par rapport aux personnes en situation de handicap. On va les aborder les unes après les autres tout à l'heure. Mais avant, je voudrais lancer notre coup de projecteur. Alors, Karl Raoul, vous êtes directeur d'autre école, vous avez mené un partenariat avec l'association Près de la Bataille, pardon. Vous allez nous dire comment ça se passe, mais on va regarder le reportage avant qu'on a réalisé cette intention. Ok, très bien. On a mis un partenariat avec le Près de la Bataille pour mettre en place justement une formation adaptée aux personnes en situation de handicap pour favoriser leur insertion dans le milieu ordinaire au niveau du travail. Nous, on a vu l'opportunité de mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, on a mis en place des sessions de code spécifiques, c'est-à-dire que le jeudi matin de 9h à 11h, on alloue un moniteur qui vient faire les séances de code. Le fait que Christelle soit là pour justement mettre des mots plus simples sur ces mots qui sont assez complexes permet aux élèves d'acquérir le niveau. En parallèle, on leur a fait commencer la conduite pour qu'ils puissent appliquer aussitôt ce qu'ils voient en salle. Parce que c'est vrai que le côté théorique peut être très compliqué à absorber. Le fait de voir la situation en vrai, de se rendre compte que si on grille un stop, si on grille un feu, si on rate une priorité à droite, notre vie peut être en danger. Ça peut permettre aux élèves de leur faire comprendre de l'importance de respecter la règle et de comprendre plus facilement la règle. En fait, le permis de conduire va m'ouvrir des portes pour d'autres entreprises dans le milieu ordinaire. Et c'est pour ça que je veux passer le permis. Grâce au CAT, ils m'ont fait découvrir qu'on pouvait passer le permis grâce au compte du CPF. Mais je vais me donner à 100% pour pouvoir passer le permis rapidement. Depuis le 15 mars 2017, le CPF permet, grâce aux heures qu'on a cotisées tout au long de notre vie de salarié, d'avoir une certaine somme selon le nombre d'heures que vous avez cotisées. Cette somme peut être utilisée pour plein de formations, et notamment le permis de conduire. Le dispositif du permis B et de l'adaptation, on est dans l'inclusion parce qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap souhaitent vivre comme tout à chacun dans le milieu ordinaire. Le permis de conduire, c'est un levier pour l'autonomie des personnes, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau social. C'est le levier d'inclusion en règle générale. Alors, Karl, on revient sur ce beau projet. Oui. Comment avez-vous eu l'initiative ? En fait, Christine est venue nous rencontrer pour éventuellement
créé un partenariat, effectivement. Et pour nous, c'était important de ne pas faire dépenser l'argent aux jeunes n'importe comment. C'était très important de trouver une solution. Et la solution, donc déjà, c'est de pouvoir aller travailler dans les ZAD, puisqu'on va aller chercher pour toute la partie conduite, en général, on va dans les ZAD. Et puis effectivement, comme l'a dit mon collaborateur, toute la partie code, on l'a fait entre eux, avec une formatrice qui est un peu briefée là-dessus, et en plus, elle a elle-même un enfant handicapé en tout cas, donc pour elle, ça a été une mission intéressante. Et l'idée de ne pas dépenser cet argent, c'est que pour nous, je pense qu'il était intéressant, vu déjà leurs difficultés, de ne pas finir sur une autre difficulté, c'est de ne pas avoir son permis de conduire. Donc on a décidé de partir sur un permis de conduire. Et pour ceux qui auront du mal et qui ne pourront pas aller jusqu'au bout du permis de conduire, partiront quand même avec un permis de conduire, mais donc pas tout à fait le même, puisque ce sera le permis AM, qui est donc voiturette. Mais ça leur permettra donc de pouvoir se déplacer, d'aller travailler, d'être comme toute autre personne, aller au cinéma, etc. Un vrai outil d'intégration, en fait. Tout à fait. Pour nous, c'était important d'aller dans ce sens-là, plutôt que de faire dépenser l'argent à ces jeunes. Et au final, on peut savoir des fois le résultat qui peut être négatif, quoi. Alors, au niveau du prêt de la bataille, alors comment ça se passe? C'est vrai que lorsque j'ai rencontré Karl, moi, mon idée, c'était, on avait ouvert le CPF de toutes les personnes en situation de handicap qui travaillaient au sein des ESAT. La majorité des demandes étaient bien sûr des demandes de permis de conduire. Moi, mon idée, c'était aller trouver les auto-écoles pour voir ce qu'on pouvait mettre en place en partenariat, puisque l'accès au droit, c'est très très bien. Mais après, si on n'adapte pas en fonction des besoins de chacun, ça devient compliqué. Donc, lorsqu'on s'est rencontré avec Karl, mon idée, c'était vraiment, voilà, moi j'ai une vingtaine de personnes qui ont envie de passer le permis de conduire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble pour que ça puisse marcher, en tout cas le mieux possible, en sachant que nous, l'association est très porteuse et donc pouvait proposer aussi aux travailleurs qui travaillent en ESAT de se libérer une demi-journée par semaine pour accéder justement au code de façon un peu privatisée et puis adaptée à leur compréhension. Mais les travailleurs ne perdent pas du coup leur salaire de demi-journée. Donc ça, c'est des petites choses, mais c'est des points vraiment primordiaux qui permettent vraiment à chacun d'accéder justement à ce droit de tout à chacun, comme je le disais dans le reportage, et puis d'essayer de donner toutes les réussites, quoi, en fait. C'est vrai que la démarche, donc quand j'ai rencontré Karl, c'était ça, c'était qu'est-ce que vous, avec votre dispositif, vous pouvez nous proposer, quel partenariat nous on peut mettre en place avec nos compétences sur le handicap et qu'est-ce qu'on peut créer. Et aujourd'hui, cette expérience est de quelques mois, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on voit que le fait de travailler tous ensemble, ça permet une vraie émulation pour ces personnes, en fait. Donc c'est une nouvelle expérience, mais vous faites un premier bilan déjà ou... Alors on n'en est pas encore au bilan, puisque les premiers jeunes vont passer l'examen de code avant les vacances de Noël, voilà, donc ça va être bientôt. Mais c'est une expérience enrichissante, et puis je pense que c'est une expérience qui pourrait être dupliquée dans plein d'autres régions. Mais effectivement, il fallait un déclencheur qui était l'association qui est venue avec un volume, puisque effectivement une école de conduite classique, nous on accueille tout public, mais ce public-là on n'est pas forcément prêt et adapté. Mais effectivement, à partir du moment où il y a un volume, on peut effectivement travailler autrement. Et c'est ce qu'on a fait avec Christine. Et moi, j'en suis très content. Je la remercie d'être venue nous rencontrer. Voilà. D'autant que vous faites ça, j'allais dire, en complément de votre activité, quelque part. Tout à fait. C'est une autre expérience complètement. Parce que alors effectivement, on est habitué à avoir des gens de tout niveau. On peut avoir du bac plus 4 sans diplôme. Donc il faut qu'on s'adapte à l'élève, mais là c'est un autre public et c'est une autre façon de travailler. On redécompose les mots au niveau du code pour leur faire bien comprendre, parce que c'est pas toujours facile. Les mots qui sont employés dans les formulations d'examen de code, c'est pas toujours facile pour eux. Donc on est obligé de refaire un travail un peu de français, etc. Mais c'est hyper intéressant pour nous. En fait, on a vraiment tâtonné dès le début de l'expérience, et ce qui était intéressant, c'est que Karl nous a vraiment ouvert les portes en disant on tente, on voit ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'au départ, les jeunes allaient sur l'apprentissage du code avec tout le monde, et ils continuent d'y aller d'ailleurs, puisqu'ils ont cet espace privatisé une fois par semaine, 2 heures, mais après dans la semaine ils y vont seuls avec les autres personnes qui sont inscrites à l'auto-école. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte au bout de quelques semaines que la compréhension pouvait être difficile pour certaines personnes. Donc c'est vrai que lorsqu'on en a échangé avec Karl, l'idée c'était vraiment de dire voilà, moi je suis partant, je vais privatiser pendant 2 heures, on tente l'expérience, on voit ce que ça va donner.
Et c'est vrai que les personnes étaient vraiment très très contentes. Si besoin, nous on a la conseillère en insertion professionnelle qui se libère aussi pour venir en soutien à Christelle. Donc c'est vraiment cet échange et ce partenariat qui fait que ça fonctionne en fait. Et notre idée, c'est vraiment de les s'aimer après, comme disait Karl, au niveau régional, au niveau national, pourquoi pas. Enfin... Et surtout, est-ce qu'ils repartent sans échec en fait? Voilà. Parce que même s'ils n'ont pas le permis, le Graal, permis de conduire, permis B, si au moins ils partent pour les moins chanceux avec le permis AM, ça leur permettra quand même de partir avec quelque chose, quoi. Et c'est ce qui m'intéressait dans l'idée, c'est de ne pas partir dans l'échec, puisque on sait déjà qu'ils ont des difficultés, ils sont déjà souvent dans l'échec, dans pas mal de choses, la retraite ou autre chose, ils se retrouvent toujours avec des barrières. Et là, l'idée, c'était quand même de finir avec quelque chose, quoi. Donc peu importe le diplôme, mais ils ont un permis, ils auront le même permis pour tout le monde, sauf que ce ne sera pas la même catégorie. Voilà, et pour moi, c'était important de ne pas lâcher de l'argent, en tout cas de ne pas prendre de leur argent de CPF pour rien, et au moins on va l'utiliser à bon escient. C'est très bien, c'est une très belle expérience, j'espère qu'elle pourra progresser dans le temps. On va essayer, en tout cas dans mon réseau, on va essayer de le dupliquer, si vous me permettez. Je vous le souhaite. Donc moi je voulais aussi rajouter, alors ce qu'on a mis en place avec Karl, donc Karl a été vraiment précurseur, mais on a réussi déjà à le dupliquer avec d'autres auto-écoles, donc l'auto-école CER Tavares, qui est un collaborateur, voilà. Et l'auto-école aussi Le Mire à Notre-Dame-de-Bondeville, qui est une auto-école indépendante, mais lorsque on lui a présenté le projet, elle était tout à fait partante. Et voilà, elle accueille aussi des personnes sur la même... en fait, on a essayé de dupliquer cette expérience sur les autres auto-écoles et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc je les en remercie aussi. Donc pour se renseigner, on passe par votre association. Oui, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Écoutez, bonne continuation. On va essayer, merci. On va continuer dans les changements des lois qui, en 2019, par rapport aux droits pour les personnes en situation de handicap. Beaucoup de choses évoluent cette année, et tant mieux, tant mieux. Le droit à vie, c'est une simplification du parcours administratif. 4 droits sont concernés. Christine, vous les connaissez, ces droits ou... Alors, très peu. En fait, l'idée de ces droits et de cette loi, c'est vraiment d'assurer un accompagnement global de la personne sur toutes les thématiques de vie. En fait, c'est la santé, c'est l'aspect social, c'est la culture, c'est le loisir, c'est le sport, c'est le professionnel. C'est vraiment essayer d'accompagner les personnes. En tout cas, nous, aujourd'hui, les nouvelles offres de services qu'on propose, c'est vraiment ça. C'est un accompagnement global. Auparavant, c'est vrai que chacun avait sa compétence où le prof de sport accompagné avec un accompagnement adapté, le professeur des écoles, comme disait Laetitia aussi. Là, aujourd'hui, l'intérêt et la dynamique qu'impulse le gouvernement, c'est vraiment d'être sur un parcours de vie globalisé pour essayer au maximum de fluidifier ce parcours pour les personnes, en fait. Et la structure dans leur parcours et qui se retrouvent à un moment isolé sur un des domaines, en fait. Ça permet vraiment de balayer et d'avoir une globalité. Alors, la revalorisation de l'AAH, c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés, a été revalorisée cette année aussi. C'est de 900 € par mois, elle sera de 900 € par mois fin 2019. Ça aussi, c'est un point important. Il y a encore à faire, mais ça évolue. Ça évolue. Déploiement de la stratégie autisme. Et quelqu'un connaît ce thème? Non, le thème, en fait, c'est le changement des situations de personnes autistes et de leur famille en prenant en compte leurs besoins spécifiques pour un accompagnement digne et efficace. Donc cette stratégie repose sur 5 engagements, parmi lesquels la création d'un forfait d'intervention précoce afin de prendre en charge immédiatement les enfants présentant des troubles de neurodéveloppement. Aussi curieux que ça paraisse, le droit de vote, le droit de se marier, le droit de se paxer, le droit de divorcer pour les personnes sous tutelle, chose qui n'existait pas, qui existe maintenant, ce qui est une très bonne chose aussi. Et au niveau du logement, une chose importante également, c'est les ascenseurs obligatoires pour les logements neufs de 3 étages et plus. Au niveau du logement, je crois que vous avez des... Alors nous, à notre établissement, nous on travaille avec, à l'ITEP, on travaille avec donc, des jeunes qui peuvent être de 8 jusqu'à 20 ans. Nous avons du coup augmenté un petit peu notre possibilité de les accompagner. Avant, ça s'est arrêté malheureusement à 18 ans. Il faut être clair que pour nos jeunes qui présentent des troubles du comportement, ça ne s'arrête pas malheureusement à 18 ans. Et donc du coup, on a mis en place, on a réorganisé un petit peu notre manière d'intervenir auprès des jeunes et
Il y a moins d'accompagnement par le biais d'internat et des accompagnements plus dits en extérieur où on accompagne les jeunes là dans leur accessibilité au droit. Et on a demandé à aller jusqu'à au moins 20 ans parce qu'on se rend bien compte que même si on travaille en amont sur l'inclusion scolaire et professionnelle, on s'est rendu compte qu'en fait nos jeunes avaient des difficultés d'accès au logement, d'accès à la santé, voilà, avaient besoin d'un autre type d'accompagnement plus étayant pour éviter que tout s'écroule. Parfois leur entourage n'est pas en mesure de pouvoir les accompagner, les aider. Et il est donc important que nos institutions puissent les accompagner également dans les démarches d'hébergement. On envisage, on réfléchit à développer aussi une sorte d'accompagnement avec type hébergement, type thérapeutique, voilà, pour les accompagner à gérer un budget, à pouvoir accéder au logement pour ne pas se retrouver dans des situations qui pourraient être de plus en plus précaires et compliquées par la suite pour eux. D'accord. Au sein de l'association, on développe l'habitat inclusif multiforme. Donc aujourd'hui, on accompagne les personnes qui ont envie d'accéder à un logement dit autonome, notamment les résidents du foyer d'hébergement. C'est vrai que hier, une personne en situation de handicap qui souhaitait avoir un hébergement, elle n'avait pas trop le choix d'habitat, donc c'était le foyer d'hébergement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on développe ce type d'habitat, l'idée étant vraiment de répondre aux désirs et souhaits de la personne en fonction de ses besoins, de ses potentialités, mais c'est de pouvoir offrir un logement de droit commun, alors avec un étayage bien sûr, qui peut être très important au départ, mais l'idée étant que justement l'aide éducative puisse au fur et à mesure s'estomper et disparaître complètement en fait. Donc en fait. Voilà, c'est vraiment de proposer un habitat qui corresponde vraiment à ce qu'il souhaite avoir, mais comme j'ai envie de dire ce que vous disiez, un jeune de 18 ans, de 20 ans qui prend son autonomie, qui part de chez sa famille. Au départ, il va avoir envie peut-être d'être en colocation ou avoir un petit studio. Après, il va commencer à avoir un appartement plus grand. Les personnes en situation de handicap ont bien sûr les mêmes désirs, les mêmes souhaits. Et l'idée, c'est de pouvoir étayer. Alors, il y a l'accessibilité, comme vous disiez, avec les ascenseurs, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour, comme disait Laetitia, le budget, le suivi au niveau des soins, l'accès à la formation, au travail, etc. Très bien. Toujours dans les nouvelles lois qui sont en vigueur cette année, qui vont l'être pour celle-ci par exemple, la CMU et l'aide complémentaire santé ne vont faire plus qu'un à partir du 1er novembre de cette année. Donc ça aussi c'est important au niveau des démarches administratives, etc. Fluidifier les soins. C'est ça. Voilà. Ça va simplifier les démarches et fluidifier les soins pour un accès à tous aux soins. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour des personnes qui parfois cumulent les difficultés médicales en plus de leur handicap ou de leurs troubles. Donc c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir... cette simplification, je veux dire, aura également des conséquences positives pour un accès ensuite ou à une formation ou à un travail ou à un logement. Parce que voilà, quand les problèmes de santé ne peuvent pas être bien pris en compte, ça ferme beaucoup d'autres portes. Très bien. L'aide à la garde d'enfants également. Le complément de mode de garde pour les parents faisant garder leur enfant handicapé a été majoré de 30% et en 2019, un bonus a été mis en place pour les crèches qui ouvrent des places dédiées aux enfants handicapés. Donc ça aussi, c'est un plus. Et puis, autre point important, la poursuite de la réforme de l'école inclusive. Là, je pense que vous avez des choses à nous dire par rapport à ça. Au sein de l'Institut médico-éducatif, c'est vrai que la direction a mis vraiment une dynamique en place où il y a eu l'ouverture d'une UEE, donc une unité d'enseignement externalisé au sein d'une école primaire sur Saint-Pierre-les-Elbeuf. Nous avons mis en place l'année dernière. Cette année, nous avons ouvert une UE collège qui vient de démarrer en septembre. Et l'idée, c'est de pouvoir poursuivre ce développement sur une UE lycée, en fait. L'idée étant vraiment de proposer aux enfants qui sont accueillis à l'IME de pouvoir être dans l'inclusion milieu ordinaire de l'école, mais toujours avec un accompagnement adapté, puisqu'il y a un éducateur qui est présent au sein de l'école, avec un professeur des écoles spécialisées qui travaille au sein de l'IME, mais qui du coup fait ses cours au sein de l'école primaire ou collège. D'accord. Alors pour nous, à l'ITEP, ça change, on est très touchés par ce virage inclusif. Il faut savoir qu'on travaille sur l'inclusion scolaire de manière individuelle depuis de nombreuses années. C'est une réponse qui conviendra toujours à certaines problématiques. Il s'agit du coup de pouvoir permettre aux jeunes d'accéder à une scolarité dite ordinaire, en collège, en CFA ou en lycée, selon son projet, en temps partiel ou plein. C'est quelque chose qu'on travaille
travaille avec l'équipe pédagogique en lien avec nos équipes pluridisciplinaires qui sont régulièrement en lien et en soutien sur le terrain si nécessaire. Et effectivement, ce fameux virage inclusif en fait nous pousse à développer des unités externalisées. C'est pas toujours évident pour nous, nos jeunes qui sont plus âgés et qui vont avoir des troubles peut-être un petit peu plus prononcés, mais pour les plus jeunes, il y a des fortes possibilités. Et en tout cas, nous, on se fait un point d'honneur de mettre en place aussi des équipes dites ressources qui pourront intervenir et aussi informer et soutenir les équipes pédagogiques du monde ordinaire, parce que ce n'est pas évident non plus pour les établissements scolaires du monde ordinaire d'accueillir un public handicapé quand on n'en a pas la connaissance et quand on n'a pas forcément plus de moyens. Donc on se fait vraiment un point d'honneur pour que ça puisse fonctionner, d'aller expliquer et d'être vraiment partenaire, parce qu'il ne faut pas oublier que le premier accès au droit pour que nos jeunes nous demandent, c'est de retourner à l'école comme tout le monde. Voilà. Et parfois, les troubles du comportement, si je peux me permettre juste une petite précision sur ce que sont les troubles du comportement, parce que c'est quand même moins connu comme type de handicap et c'est difficilement repérable. Voilà, ce sont des jeunes qui vont être parfois envahis qui vont être dans la pulsion, qui vont être plutôt dans l'agir, qui vont avoir une intolérance à la frustration, qui vont être agités. Donc ça perturbe énormément voilà, une classe ou un groupe, et ça peut parfois être perçu comme c'est juste quelqu'un qui vient nous embêter. Et donc on a nous aussi un gros travail pour pouvoir expliquer ce que sont les troubles du comportement et à quel moment le jeune ne fait pas exprès et dans l'ordre voilà, de la répétition, de la pulsion, pour qu'on puisse l'accompagner et le soigner. Beaucoup de pédagogie, il faut aussi qu'il soit accepté par l'environnement de l'école. Énormément de pédagogie, mais tout à fait. L'inclusion, c'est ça, c'est avant tout une bonne information, une connaissance de chacun, alors avec chacun nos compétences, mais c'est vrai que je reviens un peu sur le permis, mais ça a été ça aujourd'hui. Si les personnes ont pu accéder à ce droit, c'est parce qu'il y a eu une bonne information, une bonne communication, et du coup un accompagnement adapté. Et dans l'école, dans le soin, à la retraite, c'est valable pour tout en fait. Très bien. Écoutez, il y a beaucoup de choses quand même qui évoluent cette année, c'est tant mieux. Le budget du handicap en 2019 a augmenté de 5%, donc espérons que ça soit encore plus l'année prochaine, les années à venir. Avant de terminer l'émission, je voudrais qu'on fasse notre traditionnel tour de table et vous demander à chacune et à chacun quels sont les droits que vous souhaiteriez améliorer ou mettre en place pour les personnes en situation de handicap. Christine. Alors aujourd'hui, ce que je disais à l'instant, c'est... Je pense que l'accès aux droits des personnes en situation de handicap, elle passe avant tout par une bonne information. C'est vrai que les personnes en situation de handicap, lorsqu'elles sont accueillies dans nos institutions, je dirais qu'elles vont taper dans un bureau, elles vont avoir l'information. Les gens qui ne sont pas inscrits sur les institutions, c'est plus compliqué. Donc c'est vraiment l'accès aux droits, ça passe déjà par l'information et aussi la bonne compréhension de l'information. Une fois que les personnes en situation de handicap ont cette information, savent vers qui se tourner, je pense que du coup, là, on sera vraiment sur de l'inclusion. Pour moi, c'est vraiment primordial d'avoir une bonne connaissance de tous les dispositifs existants. D'accord. Laetitia ? Moi, je rejoins un petit peu ma collègue, mais voilà, moi, par rapport au poste que j'occupe, j'aimerais développer de plus en plus l'inclusion par la scolarité et par l'emploi. Et donc, je pense que ça passe effectivement par développer de plus en plus de partenariats avec les entreprises privées, avec le monde privé aussi, pour échanger avec eux et qu'on n'ait plus peur d'accueillir nos jeunes qui ont envie de vivre comme tout le monde. Même si ce qui est primordial, c'est vraiment l'étayage avec le droit commun. L'accès au droit, c'est pas d'avoir les personnes en situation de handicap dans nos institutions, c'est vraiment tout l'étayage et le partenariat avec le droit commun. Sinon, ça fonctionnera pas en fait. Et d'ailleurs, un grand merci à tous les dispositifs de droit commun auxquels on travaille main dans la main et sans lesquels on aurait de grandes difficultés d'inclure nos jeunes hommes et nos jeunes femmes. Je vais rejoindre aussi nos collègues, c'est vraiment de simplifier au maximum toutes les démarches administratives, parce que je suis beaucoup dans les démarches administratives pour l'accès aux droits, moi au sein du service social, et de décloisonner. Alors c'est pas au niveau des jeunes, moi, mais c'est peut-être plus au niveau des retraités ou des publics vieillissants, décloisonner tout ce qui est politique du handicap et politique personnes âgées, parce qu'au final, même si on est en situation de handicap, on arrive à un moment à devenir personne âgée aussi. Et voilà, il faut vraiment décloisonner et que les deux mondes puissent se rejoindre et se connaître, apprendre à se connaître pour pouvoir vivre ensemble et accueillir les uns et les autres sur les mêmes droits et sur les mêmes besoins. Carl ?
Alors moi, c'est un peu différent parce que je ne travaillais pas dans ce milieu, mais effectivement, pour nous, c'était une très grosse expérience et très importante. Et je pense que c'est une expérience, comme vous le disiez, effectivement, réunir tout le monde, bah, c'est hyper intéressant. Et nous, en tout cas, dans notre réseau et par ma voix, je vais essayer d'inculquer ça à mes confrères, parce que c'est vrai que ça serait intéressant si on pouvait, dans chaque région, ou peut-être pas à chaque ville, mais en tout cas dans chaque région ou chaque département, avoir des écoles de conduite qui puissent accueillir ces jeunes-là, et bah, pour qu'ils puissent s'intégrer dans la vie de tous les jours comme tout le monde, en fait. Voilà. Écoutez, en tout cas, bravo et merci pour le travail que vous faites pour le monde du handicap. Je pense que vous avez chacune et chacun un rôle très très important. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Notre émission est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver en replay sur notre site internet et réseaux sociaux. Avant de vous quitter, je voudrais vous communiquer un rendez-vous important, celui de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Ce sera du 18 novembre au 24 novembre. Il faut rappeler que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 19% contre 9% pour le total de la population active. Donc cette semaine est d'autant plus importante. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Emploi et Handicap sur la chaîne normande, dont le thème sera « Comment aider les entreprises à amorcer le virage inclusif ». Merci à notre équipe en régie qui réalise cette émission. J'adresse un petit clin d'œil à Mickaël. Merci à nos partenaires. Merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt sur la chaîne normande. Au revoir. La chaîne normande, Pôle emploi et ses partenaires vous ont présenté Emploi et Handicap.